Et il pourrait s'y cacher un grand secret. Une sorte de masse terrestre est apparue sur le radar. Or, aucune masse terrestre n'aurait dû se trouver là. Ces ovnis sous-marins sont-ils d'origine extraterrestre? Ou sont-ils produits par rétroconception par la marine militaire? C'était quelque chose que vous n'étiez pas censé voir. Absolument. Je crois qu'on n'est pas vraiment les bienvenus ici, les gars. Pour la toute première fois, d'anciens employés de cette base top secrète rompent le silence. Par 2 fois, je l'ai vu. Et c'était vivant. Notre enquête va nous mener à la pointe du triangle des Bermudes. Et peut-être à la preuve de l'existence d'une civilisation extraterrestre. Juste là, on est au-dessus de quelque chose. On est au-dessus, Mike. Nous sommes maintenant aux Bahamas. Nous enquêtons sur le lien possible entre des ovnis et une installation militaire américaine appelée OTEC. C'est le centre d'essai et d'évaluation sous-marin de l'Atlantique. Il a ouvert en 1967 et est situé sur Andros, une île isolée des Bahamas. Elle est perchée sur ce qu'on appelle la langue de l'océan. C'est un fossé océanique d'environ 110 000 nautiques de long, 20 de large et qui atteint des profondeurs de presque 2000 mètres. C'est l'endroit parfait pour tester de nouvelles armes top secrets, des submersibles et autres engins sous-marins inédits. Est-ce une coïncidence si depuis la construction d'OTEC, les signalements d'OVNI et d'OSNI se sont multipliés? C'est d'autant plus étrange qu'OTEC n'est pas installée n'importe où. Elle est installée en bordure du triangle des Bermudes. Nous nous rendons à OTEC, le centre d'essai et d'évaluation sous-marine de l'Atlantique. C'est la zone 51 de la marine militaire. Beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler d'OTEC, tant la base est secrète. Et nous avons de la chance. Nous allons pouvoir discuter avec quelques anciens employés d'OTEC qui parlent pour la première fois de leur rencontre avec des ovnis sous-marins. D'après ce que l'on sait, OTEC procède à 3 types d'essais. Ils effectuent des mesures intégrées en 3 dimensions de trajectoires d'armes aériennes et sous-marines, de technologies acoustiques et de sonar. Ils ont même un simulateur électronique de menaces militaires, en d'autres termes un endroit où procéder à des joutes sous-marines. En fait, je ne pense pas qu'OTEC soit aussi secrète que la zone 51. Après tout, ils ont un site internet. Mais peut-être qu'il ne s'agit que de poudre aux yeux, et que derrière se cache quelque chose de très, très secret. Je me suis toujours demandé, puisque le centre est si proche du triangle des Bermudes et qu'il y a tant de signalements d'OVNI et d'OSNI, s'il y a un lien entre ces signalements et OTEC, qui se situe à la limite du triangle des Bermudes. Je m'appelle Kurt Rollett. Je suis un ancien employé d'OTEC. Un soir, on s'éloignait du quai et soudain, le radar a détecté devant notre navire quelque chose sorti de nulle part. Une sorte de masse terrestre. Or, aucune masse terrestre n'aurait dû se trouver là. Kurt Rollett travaillait pour OTEC en 1985. Quelques années plus tôt, en 1980, il était garde-côte et travaillait à proximité d'OTEC. Et il fut le témoin de ce qu'il décrit à présent comme un ovni sous-marin gigantesque surgissant de l'océan. Pourriez-vous nous en dire plus sur la nuit où vous avez vu cet objet? À l'époque, j'étais garde-côte. Nous sommes sortis en mer depuis le ponton d'OTEC. Il faisait nuit depuis un moment, j'étais à la barre. Et soudain, l'officier de quart me signale que le radar a détecté une masse terrestre à environ 5 km devant nous. C'était impossible parce que nous nous trouvions dans la langue de l'océan. Et celle-ci fait 2000 mètres de profondeur. Est-il possible qu'il y ait un lien avec l'armée? Je ne crois pas, non. Je parle d'un objet qui serait plus de la taille d'une île.
Une masse terrestre de 5 km de large, c'est énorme. Pour mettre les choses en perspective, l'île de Manhattan atteint une largeur maximale de 4,8 km. Donc c'est une masse terrestre plus large que Manhattan. Et puis au même moment, la boussole s'est mise à bouger dans tous les sens, de manière complètement incontrôlée. Je n'en croyais pas mes yeux. C'est quoi ça devant moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en danger? Donc la boussole partait dans tous les sens. Oui, et c'est anormal, parce qu'elle est calibrée et extrêmement fiable. Et avez-vous vu quelque chose à la jumelle? Rien du tout. Pas de contact visuel? Non, mais tout a certainement été enregistré dans le journal de bord comme un incident légitime. Et c'est quelque chose qui n'apparaît dans le journal que si le capitaine juge la situation très sérieuse. Cette histoire n'est pas une première. Ray Boyer avait déjà aperçu 2 objets gigantesques au-dessus de la Manche. Nous étions à 1200 mètres d'altitude. J'ai vu l'objet. Au moins 1,5 km de large. Nous avions aussi rencontré Charles Duboc, le pilote français, qui avait vu un immense disque au-dessus de Paris. Ces dimensions étaient absolument énormes. Le récit de Kurt Rollett vient compléter ce tableau. Ces objets peuvent non seulement apparaître dans le ciel, mais peuvent peut-être également descendre sous la surface de l'océan, faire surface et être repérés par un radar. Combien de temps cette masse terrestre est-elle restée? Eh bien, elle est restée sur l'écran du radar environ 3 minutes. Et après, elle a commencé à disparaître de l'écran. Exactement au même moment, la boussole s'est remise à fonctionner. Diriez-vous que vous avez eu affaire à un objet immergé non identifié? Ce serait le plus plausible. Le radar ne détecte que les objets se trouvant à la surface de l'océan. L'objet a nécessairement dû être immergé dans l'océan, puis faire surface avant de replonger sous les eaux. Et tout ça s'est déroulé juste ici. À peu près à mi-chemin entre la base Otech et l'extrémité nord de cette île. Ce que nous raconte Kurt Rollett est incroyable, et c'est un témoin très crédible. Mais son histoire pourrait s'expliquer par un défaut de fonctionnement du radar, un essai militaire de sous-marin top secret, voire une énorme cible factice expérimentale. C'est rare ce genre d'événement? Très rare à mon avis. Un objet d'une largeur de 2 à 5 km dans une zone aussi protégée qu'Otech, ça veut dire qu'Otech devait nécessairement être au courant. Il s'agissait peut-être même d'un engin d'Otech, ou alors d'un engin venu d'ailleurs. De fait, il n'est pas le premier ancien employé d'Otech à avoir aperçu un appareil mystérieux dans la zone. Nous étions en train de récupérer des munitions sous-marines et c'est là que j'ai vu l'objet surgir des profondeurs. Honnêtement, je n'ai pas compris ce qui se passait. Je n'avais jamais rien vu de pareil. David Malcolm, un ancien employé d'Otech, a vécu une expérience vraiment étrange et inquiétante. On l'avait envoyé récupérer des torpilles, mais il se retrouva nez à nez avec quelque chose de complètement différent. Je travaillais comme technicien en armement. Cela consistait à sortir en mer pour récupérer les torpilles et les missiles après leur mise à feu, les charger à bord et les rapporter à la base. Pendant l'hiver 72-73, on procédait à un essai et on remontait une torpille à bord. Et j'ai vu un objet immergé qui surgissait des profondeurs et arrivait dans mon champ de vision. Et il a disparu aussi rapidement qu'il avait surgi. Vous pouvez nous le décrire? On aurait dit des cylindres, un ensemble de tuyaux. Je n'ai pas pu me faire une idée de la longueur de ce truc. En fait, je pense que je n'ai vu aucune de ses extrémités. Sous l'eau, la visibilité est limitée. Un objet énorme. Oui, sans doute. Il pourrait s'agir du même engin aperçu par Kurt Rollett sur son écran radar, et comme dans l'histoire de Rollett, l'objet de Malcolm a disparu immédiatement, en quelques secondes à peine. Je suppose que vous voyez souvent des cylindres dans l'eau, comme des torpilles ou des sous-marins. En quoi ces cylindres étaient-ils différents? Les cylindres auxquels je suis habitué auraient été des sous-marins nucléaires ou des armes qu'ils utilisent, mais là, ce n'était rien de tout ça. Dave Malcolm était employé par Otech en tant qu'expert en engins sous-marins conventionnels. Alors quand il repère dans l'eau un objet qu'il est incapable d'identifier, cela en dit long sur l'étrangeté de la chose.
Cependant, je ne crois toujours pas qu'il s'agissait d'un engin extraterrestre. Il a fait surface? Non, jamais. Avez-vous remarqué des éclaboussures? Calme plat. Cette manière de faire surface peut être attribuée à un sous-marin? Un sous-marin aurait eu tendance à remonter de manière plus progressive. D'après vous, existe-t-il un engin capable de se déplacer à une telle vitesse? D'après mes connaissances, à cette époque, il n'existait rien qui puisse se déplacer comme ça. C'est inexplicable. Si OTEC avait eu des essais en cours dans cette zone, près de votre vaisseau, n'aurait-il pas averti les équipages et les navires qui s'y trouvaient qu'ils procédaient à des essais? Pas forcément. On ne sait pas tout. Si l'accomplissement de votre travail n'implique pas un besoin spécifique d'être informé, on ne vous dit rien. Vous avez vu ce que vous n'auriez pas dû voir? Absolument. Puisque OTEC semble plus accessible que la zone 51, et puisque d'après leur site web, ils proposent des visites, présentons-nous juste devant le portail d'OTEC. Et voyons. Messieurs, nous sommes arrivés. Voici OTEC. Waouh, on y est vraiment. On les a appelés. On leur a envoyé des mails, on leur a écrit. On a demandé à parler au directeur de la communication, au directeur des affaires publiques, on a contacté la marine militaire, on a même essayé d'entrer en contact avec le commandant de la base, et vous savez ce qu'ils ont répondu? Rien. Nous n'enquêtons pas sur l'armement après tout. Ce que j'aimerais faire, c'est simplement aller jusqu'au portail et dire « Hé, il est où l'OVNI ?» Eh oh, on est là! Montrez-nous l'alien! Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Nous faire arrêter? Il y a un hélicoptère, les gars. On voit bien qu'il vient par ici. S'ils ralentissent, c'est un peu flippant en fait. Je crois qu'on n'est pas les bienvenus ici, les gars. Ouais, ils regardent ce qu'on fabrique. On est arrivé jusqu'à l'entrée d'OTEC. Un hélicoptère nous survole, une voiture de police arrive. Peut-être une coïncidence, peut-être pas. Il devient évident qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin. Ces panneaux sont très clairs, personne n'est autorisé à entrer pour quelque raison que ce soit. La prudence est mère de toutes les vertus. On devrait probablement s'en aller. Ok. Nous avons vu la base depuis la route, nous allons maintenant jeter un œil depuis la mer. Je m'appelle Mike Hornby et c'est évident qu'il se passe des choses étranges à OTEC, sur l'eau et sous l'eau. Mike Hornby est un spécialiste de la plongée. Cela fait 13 ans qu'il explore les eaux entourant OTEC. Il va nous conduire du côté maritime d'OTEC et je vais plonger avec lui pour voir ce qui s'y cache. Tu peux nous raconter tes aventures dans ces eaux? J'ai remarqué plusieurs fois la présence étrange de lumière qui ne se comportait pas de manière, disons, cohérente. Je les ai vus se déplacer à toute vitesse. Et honnêtement, je me demande bien d'où elles peuvent venir. Non seulement Mike Hornby a vu des ovnis et des osnis, mais il a aussi remarqué quelque chose d'étrange en lien avec OTEC. Sur ce site, chaque fois que je plongeais avec une boussole électronique, j'obtenais des données incohérentes. La boussole s'arrêtait, puis se rallumait, et quand je remontais à la surface, elle se remettait à fonctionner correctement. Du coup, j'ai dû apprendre à m'en passer. D'abord, Kurt Rollett mentionne une boussole défectueuse pendant l'apparition de son ovni. Et maintenant, Mike Hornby nous raconte que sa boussole se détraque quand il plonge à proximité d'OTEC. Mais après tout, nous sommes en bordure du triangle des Bermudes. Cela peut-il s'expliquer? Il y a la présence de câbles dans l'eau. Des câbles électriques ou plutôt des câbles en acier? Ce sont des câbles gainés enveloppés d'acier, mais ils s'étendent depuis l'endroit où nous allons plonger des eaux peu profondes autour d'OTEC et continuent jusque vers le large.
Existe-t-il des théories sur ce qui se trouve au bout de ces câbles, ce à quoi ils servent? Il est impossible, du moins j'en suis incapable, de deviner leur fonction rien qu'en les regardant. Il existe de nombreuses théories sur ce que peuvent être ces câbles. Ils sont peut-être utilisés pour des essais de sonar. Ce sont peut-être des câbles de communication. Peut-être qu'une sorte d'engin est attaché à leur extrémité. Nous devons suivre le chemin de ces câbles et découvrir d'où ils viennent. C'est pourquoi Mike essaie de se rapprocher le plus possible d'Otech. À quelle distance d'Otech pourra-t-on se rapprocher? Pas au-delà de la digue. À partir de quel point ils deviennent nerveux? Dès que vous passez l'entrée. Juste là. Oui, ils ont un homme posté là-bas sur le quai. Dès qu'on passe, ça déclenche le système. Que dit ce panneau? Zone réglementée, interdiction d'entrée à toute personne non autorisée. Ça ressemble à ce qu'on trouve dans la zone 51. C'est exactement ce qu'on y trouve. Et survoler Otech en avion, c'est possible? Bah, c'est une zone, donc on n'est pas censé la survoler. Et quand ils ont des opérations en cours, c'est encore plus déconseillé. Ils peuvent très bien vous abattre en vol. Bien sûr. ZOM est l'acronyme de zone d'opération militaire, signalant que l'espace aérien est exclusivement restreint aux appareils militaires. Tout comme la zone 51, on ne peut y accéder ni par avion ni par la route, et à présent, nous sommes arrivés aussi près qu'il est possible d'Otech par voie maritime. Nous avons suivi les câbles depuis Otech et ça commence à devenir profond. Je me demande ce que nous pourrons bien trouver au bout. On y est. Super, arrête-toi ici. On est au-dessus de quelque chose. Lâche l'ancre ici. On a 3 gars qui ont vu des objets étranges dans les eaux qui entourent Otech. Ce câble a peut-être quelque chose à voir avec ce qui se passe dans le coin. C'est ici qu'on va descendre vers le fond. On va sûrement croiser des requins pendant la descente. Et puis, quand on arrivera au fond, on va nager vers un gros monticule de corail. On va passer par-dessus ce monticule et on va jeter un œil au câble. Le plan, c'est de descendre à environ 35 mètres et ensuite de nager sur environ 100 mètres jusqu'à la langue de l'océan. La visibilité est parfaite, la mer est calme. Et avec nos bouteilles pleines, on devrait pouvoir tenir à peu près 1 heure sous l'eau. On a trouvé le câble. Il était plus fin que je ne l'avais imaginé. Mais c'est bizarre de voir un câble provenant d'Otech et filant vers le large. D'après ce que Mike nous a dit, sa boussole s'est détraquée à peu près à cet endroit. Heureusement, nos boussoles et nos ordinateurs de plongée fonctionnent parfaitement. Nous arrivons au bord de la langue de l'océan. Et nous voyons le câble disparaître dans les abysses. Nous sommes déjà à 35 mètres de profondeur et il est parfaitement impossible de distinguer le fond. Vous avez vu quoi? On a nagé jusqu'au bord de la langue. On aurait dit qu'on survolait le Grand Canyon, sauf qu'on ne voyait pas le fond. On a suivi les câbles jusqu'au bord de la fosse et on ne peut que se demander où ils vont. Le câble vient de tout là-bas, d'Otech, et continue sa route jusqu'à la langue de l'océan. Mais ça fait des kilomètres et à des centaines de mètres de profondeur. C'est ça. Et qui sait jusqu'où va le câble le long du plancher océanique? Il pourrait s'agir d'un projet phénoménal. Ouais. Otech donne sur la langue de l'océan, qui descend à 2000 mètres de profondeur, une des fosses les plus profondes du monde. L'endroit rêvé pour dissimuler quelque chose ou procéder à des essais secrets, indécelables par les satellites. Eh bien, ce câble épaissit encore le mystère Otech. Ouais, ça tu l'as dit. Le câble qu'on a trouvé ne ressemble pas à un câble électrique. En effet, les câbles électriques ont en général un diamètre supérieur à 20 cm. Il s'agit plus probablement d'une sorte de câble de communication dont le diamètre est plus proche de 4 cm.
Mais ce qui est étrange, c'est pourquoi plonge-t-il dans une fosse profonde de 2000 mètres? Nous n'avons pas pu entrer physiquement dans Otech, alors nous avons trouvé quelqu'un qui peut y pénétrer autrement. J'ai utilisé la vision à distance pour les renseignements américains et j'ai bien vu des ovnis sous-marins patrouiller dans les environs d'Otech. Joseph McMonigle est un espion médium au service de l'armée américaine depuis 30 ans. Il a pratiqué la vision à distance pour l'armée pendant la guerre du Vietnam et utilisé ses compétences pour prédire l'évolution de l'arsenal ennemi pendant la guerre froide. Il a été décoré de la Legion of Merit. Parmi les choses que j'ai vues à distance en relation avec Otech, certaines étaient quelque peu différentes. Clairement pas des technologies dont j'ai entendu parler. La vision à distance est un pouvoir parapsychique. Par exemple, un voyant à distance peut, depuis Washington, voir une installation militaire secrète en Russie et récupérer des informations sur ce qui s'y passe. Dans les années 70, l'armée américaine a mis en place un programme top secret de voyance à distance appelé Stargate. Et Joseph McMonigle fut le premier médium à être recruté. Pouvez-vous nous donner des détails spécifiques sur ce que vous avez vu ? Ces objets spécifiques que j'ai vus, ils sont construits avec un matériau métallique. Ils sont dotés de lumière clignotante. Ils se déplacent dans l'eau très rapidement avec des mouvements erratiques. Le genre d'engin que nous n'avons simplement pas la capacité de construire. Il voit des objets étranges, des objets anormaux qui rôdent dans l'océan, qui attendent, qui observent peut-être. Nous ne les avons pas créés. Ils ne sont probablement pas humains. Lorsque vous les avez observés à distance, avez-vous réussi à percevoir des entités à l'intérieur de ces vaisseaux? Par 2 fois, j'ai vu une entité. Ces silhouettes vous donnent-elles l'impression de quelque chose de mécanique? Non, c'est vivant. Vous pourriez les décrire? Je peux vous donner la description d'une main à 3 doigts, un peu ridée. J'ai vu ce que j'appelle les combinaisons de peau, ou les combinaisons environnementales dont je pense qu'ils recouvrent leur corps. McMonigle relate que les êtres qu'il a observés à distance avaient 3 doigts. Cela correspond à ce dont les témoins oculaires nous ont parlé il y a quelques mois. On doit alors se poser la question, y a-t-il des aliens à Otech? Les ovnis sous-marins que j'ai observés à proximité immédiate d'Otech contenaient des entités qui n'étaient potentiellement pas humaines. Par simple curiosité, qu'en est-il de la base Otech elle-même? Pouvez-vous nous dire ce que vous avez observé à Otech, notamment sur leurs véritables activités dans la base? Effectivement, je sais ce qui s'y passe, mais une grande partie de ces activités est classée secret défense. Y a-t-il des activités en lien avec les extraterrestres en cours à Otech? Je ne peux pas en parler. D'accord. Il nous faut maintenant trouver quelqu'un qui pourrait nous décoder tout ça. Qui fait quoi et dans quel but? Comment allez-vous, Max? Maximilien de Lafayette est un spécialiste français des ovnis. Il a écrit de nombreuses encyclopédies sur les ovnis, les extraterrestres et les voyages dans le temps. Vous dites que grâce à des sources américaines, vous connaissez le secret de la vraie nature d'Otech et de ce qui s'y passe. Le gouvernement prétend qu'il y teste des armes aquatiques inédites et très sophistiquées. Mais en fait, il s'agit de bien plus que ça. C'est un centre névralgique de la communication avec les aliens. Entre le 17 et le 22 septembre 1958, on était alors sous la présidence d'Eisenhower. Vous le savez sûrement, il y a eu bel et bien une rencontre. Une rencontre, mais entre qui et qui? Avec des extraterrestres, bien sûr, des êtres venus de l'espace, d'une autre dimension.
D'après Maximilien, en 1958, des membres du gouvernement ont participé à une réunion secrète avec des extraterrestres. Et l'année suivante, on a donné l'ordre de construire Otek. L'enchaînement de ces deux événements me paraît être plus qu'une coïncidence. Ils leur ont dit, nous les aliens, nous allons vous transmettre des secrets incroyables. Et en échange, vous nous laissez tranquilles quand nous apparaissons dans votre ciel. Si vous nous garantissez l'accès à votre monde, vous aurez accès à des technologies très avancées. Ce que nous raconte Maximilien est assez incroyable. Mais je suis prêt à parier que pas un scientifique au monde n'accepterait de confirmer ces dires publiquement. Et quelles sont vos sources? Si je vous révèle mes sources, ce sera probablement la dernière fois que quiconque me reverra. Otek est un laboratoire qui travaille sur des technologies d'avant-garde, extrêmement originales, multidimensionnelles, venues d'un univers multiparallèle. L'armée américaine qui travaille sur et peut-être avec des technologies extraterrestres. Où avons-nous déjà entendu parler de ça? La zone 51. Otek serait une sorte de passerelle vers d'autres dimensions. Oui, c'est ça. C'est un passage vers et depuis de multiples univers. Un portail. Un portail. En fait, il existe une théorie sur Otek. L'énergie, les aliens et le programme. Ils ont construit leur base Otek au-dessus de l'Atlantide. Comme vous le savez, la surface de la Terre a évolué à de nombreuses reprises. L'Atlantide s'est donc dispersée en plusieurs endroits à travers le monde. Attendez une seconde. Cette théorie impliquerait donc que l'Atlantide faisait partie d'un continent unique qui s'est ensuite morcelé avec le déplacement des plaques tectoniques. Exactement. Cette partie de la démonstration de Maximilien est scientifiquement fondée. Il y a des millions d'années, il y avait un continent unique, la Pangée. Pour tout le reste, vous n'avez qu'à analyser les preuves. Tous les fragments de l'Atlantide, où qu'ils se trouvent, produisent une sorte d'électromagnétisme, appelé hydroplasma. Cet hydroplasma peut absorber n'importe quoi et produire de l'énergie. Une partie de l'Atlantide se trouve ici. Qui étaient les habitants de l'Atlantide? C'étaient des extraterrestres. Quand même, ça fait un peu beaucoup. Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de fourrer toutes les théories possibles et imaginables dans une crêpe à l'ovni géante? Le seul point commun avec Otek est le lieu. Se passe-t-il quelque chose de particulier ici qui aurait un lien avec les extraterrestres? Otek et la marine militaire? Difficile à dire. Pour l'instant, je ne vois que des coïncidences. Et puis, à toutes ces coïncidences et à cette histoire de lieu, s'ajoute la présence vraisemblable d'un portail interdimensionnel près d'ici. Il faut peut-être qu'on parle avec quelqu'un qui en sait plus et qui pourrait nous aider à faire le lien entre extraterrestres ovnis, sous-marins et Otek. Bruce Jernon, pilote, j'ai voyagé dans le temps. Le 4 décembre 1970, le pilote Bruce Jernon affirme avoir voyagé dans le futur à bord de son avion. Il totalisait plus de 600 heures de vol au moment des faits. Il a relaté le phénomène dans son livre intitulé « The Fog », le brouillard. Tout a commencé ici, sur cet aérodrome, le 4 décembre 1970. On a décollé en direction de Bimini. J'ai remarqué qu'en amont de ma trajectoire de vol, il y avait ce nuage en forme étrange. Il était trop bas pour être lenticulaire. Ce type de nuage apparaît habituellement à 6000 mètres. Mais celui-ci se trouvait tout juste 150 mètres au-dessus de la mer, à seulement 3 ou 4 kilomètres de la côte. Comme il ne semblait pas présenter de danger, j'ai continué ma route et je suis passé au-dessus. Les nuages lenticulaires sont des nuages stationnaires en forme de lentilles qui se forment à des altitudes élevées. Lorsqu'ils sont denses et symétriques, ils ressemblent à s'y méprendre à des soucoupes volantes. Je volais à 180 km à l'heure.
Prenant de l'altitude, j'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué que ce petit nuage lenticulaire s'était étendu à une vitesse phénoménale. Il était partout autour de moi, mais il grossissait aussi vers le haut. J'étais à plus de 3500 mètres d'altitude, essayant de m'échapper. J'ai regardé devant moi et il n'y avait d'autres nuages de ce type nulle part. Et le nuage se prolongeait vers le haut jusqu'à 15 000 mètres. Et là, les sommets se sont rejoints et un énorme tunnel s'est formé au centre, à 3000 mètres, qui s'étendait sur plus de 15 km de long. J'ai pénétré à l'intérieur et il était rempli d'électricité. Comment savez-vous qu'il était plein d'électricité? Eh bien, il y avait des éclairs qui devenaient de plus en plus intenses au fur et à mesure que je m'enfonçais dans le tunnel. C'est là que j'ai commencé à voyager dans le futur. À environ 150 km de Miami, j'ai pénétré dans ce que j'appelle un tunnel vortex temporel. Et j'ai commencé à voyager dans le futur. J'ai décidé de rentrer dans ce tunnel et d'essayer d'en sortir avant qu'il ne se referme. En théorie, ça m'aurait pris 3 minutes. Or, je l'ai fait en 20 secondes. Quand j'ai atteint le bout, le tunnel s'est resserré. Il devait faire 9 mètres de diamètre, puisque la pointe de mes ailes en touchait les bords. Puis j'ai regardé le tunnel et il s'est effondré sur lui-même. Mes 3 instruments de navigation ne fonctionnaient plus. Même ma boussole magnétique tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais mes radios fonctionnaient toujours. J'ai contacté la tour de Miami, les prévenant que je me trouvais à 145 km à l'est. Et là, j'entends quelqu'un hurler frénétiquement à la radio « J'ai un avion qui est sur Miami Beach !» Quand j'ai atterri à l'aéroport international de Palm Beach, je me suis rendu compte que le trajet avait duré 30 minutes de moins que d'habitude. Et j'avais fait ce trajet des dizaines de fois. Vous affirmez avoir voyagé dans le temps. Avez-vous des preuves? Oui. J'ai découvert en arrivant qu'il me restait 40 litres de carburant en trop. N'y a-t-il pas d'autres explications possibles? N'est-il pas possible que vous ayez simplement traversé un énorme orage et que peut-être des vents arrière vous aient poussé plus près de Miami, préservant ainsi votre carburant et vous amenant à destination plus rapidement que prévu? J'étais à 160 km de Miami, donc pour rallier Miami en 3 minutes, il aurait fallu des vents de plus de 3000 km/h. Ah, je vois. D'après Bruce, un vol normal entre l'île d'Andros et Palm Beach dure environ 75 minutes pour une distance de 340 km et il faut 145 litres de carburant. Or, Gernon a parcouru 400 km en 47 minutes et il lui restait 40 litres de carburant à son arrivée. Cela signifie que son avion A-36 aurait dû se déplacer à 513 km/h pour accomplir le trajet en 47 minutes. Impossible, car l'appareil de Bruce a une vitesse de pointe de 377 km/h. Et de toute façon, l'avion de Bruce se serait tout simplement désintégré sous l'effet de la pression. Est-ce une conséquence d'une expérience d'OTEC ou un simple phénomène naturel dans le triangle des Bermudes? Peut-être une combinaison des deux. Il est possible qu'OTEC utilise des phénomènes naturels pour des expériences. L'histoire du triangle des Bermudes est jalonnée de disparitions mystérieuses d'appareils. Décembre 1945, le vol 19 disparaît au-dessus du triangle des Bermudes. Juin 1950, le Sandra, un cargo de plus de 100 mètres de long, s'évanouit dans le triangle des Bermudes. Mai 1968, le sous-marin militaire américain, le Scorpion, n'atteindra jamais Norfolk en Virginie. Alors, phénomène naturel ou non? Quel est le lien entre ces événements et OTEC? Nous allons à la rencontre du Dr James Webb, physicien et professeur à l'Université internationale de Floride. Il va nous parler de la faisabilité des voyages dans le temps. On a commencé à évoquer la capacité des trous de verre à connecter ce monde avec d'autres lieux.
Le docteur James Webb donne des conférences à travers tout le pays. Il voyage d'université en université pour expliquer les théories du voyage dans le temps, des trous noirs et des trous de verre. Vous savez, les gens s'intéressent aux trous noirs et à la compréhension de l'espace depuis longtemps, notamment à certaines caractéristiques. Quand une étoile meurt, sa masse et sa force gravitationnelle sont conservées, des forces si puissantes que même la lumière ne parvient pas à s'échapper. La théorie classique du trou noir n'autorise aucun objet à y pénétrer sans être littéralement pulvérisé. Cependant, certains scientifiques expérimentant avec les mathématiques prennent en compte les champs électriques et magnétiques, la rotation. Et d'un point de vue mathématique, au moins il semble possible de survivre à la traversée d'un trou noir. Ces tunnels ou ces trous de verre, comme on les appelle désormais, peuvent vous conduire soit dans notre propre univers, soit dans d'autres univers. Cet authentique physicien universitaire nous explique qu'il est possible mathématiquement de voyager dans le temps. Et si le pilote Bruce Jernan disait vrai? Pour créer un trou noir, il faut une certaine masse et la faire s'effondrer sur elle-même. En la faisant imploser, on traverse la matière de l'espace-temps. Cela nous amène dans une autre dimension et ceci serait donc le centre du trou noir. Comment se transforme-t-il en trou de verre? Eh bien, si vous avez un autre trou noir de l'autre côté qui rejoint le premier, ce dernier vous amène à un autre point de l'espace-temps en dessous. Vous pourriez faire le tour, ou bien si vous parveniez à survivre au voyage, vous pourriez plonger dans le trou noir et ressortir instantanément juste ici. Vous auriez alors parcouru tout ce chemin sans jamais subir les contraintes de l'espace-temps. Donc, il est possible de voyager dans le temps. Et Max affirme même que l'Atlantide détenait une source d'énergie extraterrestre. Alors, nous devons prouver la présence de cette civilisation antique engloutie dans les eaux bordant Otech. Salut Greg, salut Laura, comment ça va? Et vous, Bill? Merci de nous recevoir aujourd'hui. Ravi de vous rencontrer. Le docteur Greg Little et sa femme Laura font partie d'une organisation appelée ARE, l'Association pour la recherche et l'édification. J'ai entendu dire que vous aviez effectué 200 plongées. Qu'est-ce que vous cherchez? L'Atlantide. Ah. Nous pensons que les Bahamas faisaient partie de l'Atlantide, et il s'agit même d'un des segments les plus importants de l'Atlantide selon Casey. Edgar Cayce est l'un des plus célèbres médiums de tous les temps. Il a prédit qu'un jour on découvrirait l'Atlantide à proximité des Bahamas. Comment pourriez-vous prouver que l'Atlantide était localisée aux Bahamas? Eh bien, il faudrait découvrir quelque chose que l'on pourrait dater au carbone 14. L'idéal serait des fondations en pierre. Avez-vous découvert une preuve scientifique? Nous étions ici en 2003 et un guide de plongée est venu nous trouver un soir. Il avait appris que nous étions à la recherche d'anomalies dans le genre de la route de Bimini. Alors il nous a dit qu'il y avait une formation rocheuse similaire juste ici, à Nicholstown. On s'y est donc rendu et Greg a plongé. Il a découvert ce qui lui a semblé être de grands blocs mégalithiques. Je suis plongeur moi-même et j'aimerais beaucoup me joindre à vous pour voir ce qu'on peut trouver là-bas. Nous sommes maintenant à Nicholstown, sur la partie nord de l'île d'Andros, à environ 50 km d'Otech. C'est ici qu'ont plongé le docteur Greg Little et sa femme Laura en 2003, à la recherche des ruines de l'Atlantide. Et ce qu'ils ont découvert pourrait s'avérer être les vestiges d'une civilisation antique. Nous allons donc descendre à près de 6 mètres de fond. Nous aurons une visibilité d'environ 5 à 10 mètres parce que l'eau est un peu trouble. Nos bouteilles d'oxygène sont pleines et nous allons plonger à environ 100 mètres du rivage de Nicholstown. Nous sommes sur le point de filmer cette structure sous-marine en haute définition pour la première fois. On a trouvé quelque chose. C'est une sorte de formation rocheuse.
La première chose que je remarque, ce sont ces angles droits qui donnent l'impression que ces pierres ont été taillées. Elles sont énormes et semblent avoir été empilées l'une sur l'autre pour constituer une espèce de plateforme ou de structure. Et enfin, cette structure paraît s'étendre sur des dizaines de mètres vers le large. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a très clairement l'apparence d'une chose construite intentionnellement. Pour comprendre ce que nous avons ici, il va falloir beaucoup plus de travail. Oui, ça demande beaucoup de travail. Il faut observer la structure quand elle est à nu. Et nous venons de la voir presque totalement exposée. En fait, c'est un ouragan qui l'a mise au jour. Alors, Greg et Pat, montrez-nous ce que vous avez vu là-bas. Ok. Le docteur Little et moi avons plongé, et il m'a conduit à ce qui avait l'air d'être une surface structurée surplombant légèrement le plancher océanique. Cette surface nous a semblé perceptiblement différente. Elle est presque lisse, elle est segmentée, et elle semble orientée, comme si elle ne se limitait pas à un endroit, mais qu'en fait elle s'étendait vers le large. As-tu remarqué des angles droits et des coupes droites? Ouais, absolument. Et en regardant au loin, on apercevait encore d'autres lignes droites. Tu as l'impression que cette structure est créée par l'homme? En tout cas, c'est très énigmatique. Tu vois, si je plongeais seul à cet endroit sans savoir de quoi il s'agissait, je penserais tout de suite que c'est vraiment bizarre. Peut-être s'agit-il simplement d'un type de récif inhabituel. Ce n'est pas un récif, c'est du grès de plage, et nous l'avons daté au carbone 14. Ils ont extrait une coquille de grès de plage qui datait de 4000 ans avant Jésus-Christ. Le docteur Little a donc fait dater au carbone 14 cette structure rocheuse. Et il s'avère qu'elle est vieille de 6000 ans et signale la présence d'une civilisation encore inconnue dans l'histoire de l'humanité. Vous pensez qu'il s'agit de quoi? Je pense que c'est un port qui était utilisé aux environs de 3000 voire 4000 ans avant Jésus-Christ. Il est perché sur un monticule naturel sur lequel a été transporté du grès de plage afin de créer une zone portuaire fermée. Est-ce une coïncidence? Nous avons un port qui semble avoir été conçu par des êtres intelligents bien avant notre civilisation. Nous avons le lieu supposé des vestiges de l'Atlantide et nous avons également un présumé portail temporel. Et tout ça aux alentours d'une base secrète à Otek? Curieux, non? Oui, il se passe beaucoup de choses inhabituelles autour d'Otek, mais cela ne prouve pas forcément un lien avec les extraterrestres. Au point où nous en sommes, nous n'avons que des témoignages oculaires sur d'étranges lumières dans le ciel et dans l'océan. C'est tout. Rien de plus. Il n'y a aucune preuve que le gouvernement américain coopère avec des aliens à Otek. Tout ce que nous avons, ce sont les dires de témoins très crédibles, mais aucune vidéo, aucune photo, aucune preuve tangible. Que dire du témoignage du médium militaire médaillé Joe McMonigle? Je ne pense pas qu'on puisse l'ignorer. Les plus grandes agences gouvernementales le consultent et les informations qu'il nous fournit parlent d'ovnis et d'ovnis sous-marins. Il perçoit même des images d'aliens pilotant ces appareils. Le tableau que nous avons reconstitué ici confirme qu'Otek est bien plus qu'une simple base militaire. Nous avons des anciens employés d'Otek nous parlant d'apparitions inexpliquées d'engins étranges. Une implication extraterrestre paraît constituer une véritable possibilité. Quoi qu'on puisse en penser, et quelle que soit la manière dont on regarde la chose, la marine militaire a choisi de placer ce centre d'essai à cet endroit, isolé, surveillé, totalement inaccessible. À notre connaissance, qui d'autre a agi de la sorte? L'armée de l'air a placé son propre centre d'essai dans la zone 51, dans le Nevada. Eh bien, Otek, c'est la zone 51 de la marine. Il y a 6 milliards d'êtres humains sur Terre. Quand on y réfléchit, les chances d'apercevoir un ovni dans le ciel sont très élevées. Mais sur la surface de la mer, les chances d'en voir sont infinitésimales. Nous en savons plus sur la surface de la Lune et même de Mars que sur nos propres océans. Je crois que nous avons démontré que ce qui se passe au Nevada dans la zone 51 se déroule également ici. Il est très possible que le gouvernement américain travaille avec des aliens. Otek, c'est une zone 51 en eau profonde.
Et il pourrait s'y cacher un grand secret. Une sorte de masse terrestre est apparue sur le radar. Or, aucune masse terrestre n'aurait dû se trouver là. Ces ovnis sous-marins sont-ils d'origine extraterrestre? Ou sont-ils produits par rétroconception par la marine militaire? C'était quelque chose que vous n'étiez pas censé voir? Absolument. Je crois qu'on n'est pas vraiment les bienvenus ici, les gars. Pour la toute première fois, d'anciens employés de cette base top secrète rompent le silence. Par 2 fois, je l'ai vu. Et c'était vivant. Notre enquête va nous mener à la pointe du triangle des Bermudes. Et peut-être à la preuve de l'existence d'une civilisation extraterrestre. Juste là, on est au-dessus de quelque chose. On est au-dessus, Mike. Nous sommes maintenant aux Bahamas. Nous enquêtons sur le lien possible entre des ovnis et une installation militaire américaine appelée OTEC. C'est le centre d'essai et d'évaluation sous-marin de l'Atlantique. Il a ouvert en 1967 et est situé sur Andros, une île isolée des Bahamas. Elle est perchée sur ce qu'on appelle la langue de l'océan. C'est un fossé océanique d'environ 110 000 nautiques de long, 20 de large et qui atteint des profondeurs de presque 2000 mètres. C'est l'endroit parfait pour tester de nouvelles armes top secrets, des submersibles et autres engins sous-marins inédits. Est-ce une coïncidence si depuis la construction d'OTEC, les signalements d'OVNI et d'OSNI se sont multipliés? C'est d'autant plus étrange qu'OTEC n'est pas installée n'importe où. Elle est installée en bordure du triangle des Bermudes. Nous nous rendons à OTEC, le centre d'essai et d'évaluation sous-marine de l'Atlantique. C'est la zone 51 de la marine militaire. Beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler d'OTEC, tant la base est secrète. Et nous avons de la chance. Nous allons pouvoir discuter avec quelques anciens employés d'OTEC qui parlent pour la première fois de leur rencontre avec des ovnis sous-marins. D'après ce que l'on sait, OTEC procède à 3 types d'essais. Ils effectuent des mesures intégrées en 3 dimensions de trajectoires d'armes aériennes et sous-marines, de technologies acoustiques et de sonar. Ils ont même un simulateur électronique de menaces militaires, en d'autres termes un endroit où procéder à des joutes sous-marines. En fait, je ne pense pas qu'OTEC soit aussi secrète que la zone 51. Après tout, ils ont un site internet. Mais peut-être qu'il ne s'agit que de poudre aux yeux, et que derrière se cache quelque chose de très, très secret. Je me suis toujours demandé, puisque le centre est si proche du triangle des Bermudes et qu'il y a tant de signalements d'OVNI et d'OSNI, s'il y a un lien entre ces signalements et OTEC, qui se situe à la limite du triangle des Bermudes. Je m'appelle Kurt Rollett. Je suis un ancien employé d'OTEC. Un soir, on s'éloignait du quai, et soudain, le radar a détecté devant notre navire quelque chose sorti de nulle part. Une sorte de masse terrestre. Or, aucune masse terrestre n'aurait dû se trouver là. Kurt Rollett travaillait pour OTEC en 1985. Quelques années plus tôt, en 1980, il était garde-côte et travaillait à proximité d'OTEC. Et il fut le témoin de ce qu'il décrit à présent comme un ovni sous-marin gigantesque surgissant de l'océan. Pourriez-vous nous en dire plus sur la nuit où vous avez vu cet objet? À l'époque, j'étais garde-côte. Nous sommes sortis en mer depuis le ponton d'OTEC. Il faisait nuit depuis un moment, j'étais à la barre. Et soudain, l'officier de quart me signale que le radar a détecté une masse terrestre à environ 5 km devant nous. C'était impossible parce que nous nous trouvions dans la langue de l'océan. Et celle-ci fait 2000 mètres de profondeur. Est-il possible qu'il y ait un lien avec l'armée? Je ne crois pas, non. Je parle d'un objet qui serait plus de la taille d'une île.
Une masse terrestre de 5 km de large, c'est énorme. Pour mettre les choses en perspective, l'île de Manhattan atteint une largeur maximale de 4,8 km. Donc c'est une masse terrestre plus large que Manhattan. Et puis au même moment, la boussole s'est mise à bouger dans tous les sens, de manière complètement incontrôlée. Je n'en croyais pas mes yeux. C'est quoi ça devant moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en danger? Donc la boussole partait dans tous les sens. Oui, et c'est anormal, parce qu'elle est calibrée et extrêmement fiable. Et avez-vous vu quelque chose à la jumelle? Rien du tout. Pas de contact visuel? Non, mais tout a certainement été enregistré dans le journal de bord comme un incident légitime. Et c'est quelque chose qui n'apparaît dans le journal que si le capitaine juge la situation très sérieuse. Cette histoire n'est pas une première. Ray Boyer avait déjà aperçu deux objets gigantesques au-dessus de la Manche. Nous étions à 1200 mètres d'altitude. J'ai vu l'objet. Au moins 1,5 km de large. Nous avions aussi rencontré Charles Duboc, le pilote français, qui avait vu un immense disque au-dessus de Paris. Ces dimensions étaient absolument énormes. Le récit de Kurt Rollett vient compléter ce tableau. Ces objets peuvent non seulement apparaître dans le ciel, mais peuvent peut-être également descendre sous la surface de l'océan, faire surface et être repérés par un radar. Combien de temps cette masse terrestre est-elle restée? Eh bien, elle est restée sur l'écran du radar environ 3 minutes. Et après, elle a commencé à disparaître de l'écran. Exactement au même moment, la boussole s'est remise à fonctionner. Diriez-vous que vous avez eu affaire à un objet immergé non identifié? Ce serait le plus plausible. Le radar ne détecte que les objets se trouvant à la surface de l'océan. L'objet a nécessairement dû être immergé dans l'océan, puis faire surface avant de replonger sous les eaux. Et tout ça s'est déroulé juste ici. À peu près à mi-chemin entre la base Otech et l'extrémité nord de cette île. Ce que nous raconte Kurt Rollett est incroyable, et c'est un témoin très crédible. Mais son histoire pourrait s'expliquer par un défaut de fonctionnement du radar, un essai militaire de sous-marin top secret, voire une énorme cible factice expérimentale. C'est rare ce genre d'événement? Très rare à mon avis. Un objet d'une largeur de 2 à 5 km dans une zone aussi protégée qu'Otech, ça veut dire qu'Otech devait nécessairement être au courant. Il s'agissait peut-être même d'un engin d'Otech, ou alors d'un engin venu d'ailleurs. De fait, il n'est pas le premier ancien employé d'Otech à avoir aperçu un appareil mystérieux dans la zone. Nous étions en train de récupérer des munitions sous-marines. Et c'est là que j'ai vu l'objet surgir des profondeurs. Honnêtement, je n'ai pas compris ce qui se passait. Je n'avais jamais rien vu de pareil. David Malcolm, un ancien employé d'Otech, a vécu une expérience vraiment étrange et inquiétante. On l'avait envoyé récupérer des torpilles, mais il se retrouva nez à nez avec quelque chose de complètement différent. Je travaillais comme technicien en armement. Cela consistait à sortir en mer pour récupérer les torpilles et les missiles après leur mise à feu, les charger à bord et les rapporter à la base. Pendant l'hiver 72-73, on procédait à un essai et on remontait une torpille à bord. Et j'ai vu un objet immergé qui surgissait des profondeurs et arrivait dans mon champ de vision. Et il a disparu aussi rapidement qu'il avait surgi. Vous pouvez nous le décrire? On aurait dit des cylindres, un ensemble de tuyaux. Je n'ai pas pu me faire une idée de la longueur de ce truc. En fait, je pense que je n'ai vu aucune de ses extrémités. Sous l'eau, la visibilité est limitée. Un objet énorme. Oui, sans doute. Il pourrait s'agir du même engin aperçu par Kurt Rollett sur son écran radar, et comme dans l'histoire de Rollett, l'objet de Malcolm a disparu immédiatement, en quelques secondes à peine. Je suppose que vous voyez souvent des cylindres dans l'eau, comme des torpilles ou des sous-marins. En quoi ces cylindres étaient-ils différents? Les cylindres auxquels je suis habitué auraient été des sous-marins nucléaires ou des armes qu'ils utilisent, mais là, ce n'était rien de tout ça. Dave Malcolm était employé par Otech en tant qu'expert en engins sous-marins conventionnels. Alors quand il repère dans l'eau un objet qu'il est incapable d'identifier, cela en dit long sur l'étrangeté de la chose.
Cependant, je ne crois toujours pas qu'il s'agissait d'un engin extraterrestre. Il a fait surface? Non, jamais. Avez-vous remarqué des éclaboussures? Calme plat. Cette manière de faire surface peut être attribuée à un sous-marin? Un sous-marin aurait eu tendance à remonter de manière plus progressive. D'après vous, existe-t-il un engin capable de se déplacer à une telle vitesse? D'après mes connaissances, à cette époque, il n'existait rien qui puisse se déplacer comme ça. C'est inexplicable. Si Otech avait eu des essais en cours dans cette zone, près de votre vaisseau, n'aurait-il pas averti les équipages et les navires qui s'y trouvaient qu'ils procédaient à des essais? Pas forcément. On ne sait pas tout. Si l'accomplissement de votre travail n'implique pas un besoin spécifique d'être informé, on ne vous dit rien. Vous avez vu ce que vous n'auriez pas dû voir? Absolument. Puisque Otech semble plus accessible que la zone 51, et puisque d'après leur site web, ils proposent des visites, présentons-nous juste devant le portail d'Otech. Et voyons. Messieurs, nous sommes arrivés. Voici Otech. Waouh, on y est vraiment. On les a appelés. On leur a envoyé des mails, on leur a écrit. On a demandé à parler au directeur de la communication, au directeur des affaires publiques, on a contacté la marine militaire, on a même essayé d'entrer en contact avec le commandant de la base, et vous savez ce qu'ils ont répondu? Rien. Nous n'enquêtons pas sur l'armement, après tout. Ce que j'aimerais faire, c'est simplement aller jusqu'au portail et dire « Hé, il est où l'OVNI ?» Eh oh, on est là! Montrez-nous l'alien! Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Nous faire arrêter? Il y a un hélicoptère, les gars. On voit bien qu'il vient par ici. S'ils ralentissent, c'est un peu flippant en fait. Je crois qu'on n'est pas les bienvenus ici, les gars. Ouais, ils regardent ce qu'on fabrique. On est arrivé jusqu'à l'entrée d'Otech. Un hélicoptère nous survole, une voiture de police arrive. Peut-être une coïncidence, peut-être pas. Il devient évident qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin. Ces panneaux sont très clairs, personne n'est autorisé à entrer pour quelque raison que ce soit. La prudence est mère de toutes les vertus. On devrait probablement s'en aller. Ok. Nous avons vu la base depuis la route, nous allons maintenant jeter un œil depuis la mer. Je m'appelle Mike Hornby et c'est évident qu'il se passe des choses étranges à Otech, sur l'eau et sous l'eau.